intervenez là au système U d'Angers de façon assez récente. Oui, tout à fait. Alors, je dirais même, je vais être très précise, nous gérons non pas le froid, mais le frais. Donc, nous avons une expérience donc, avec le système U donc, Angers. Donc, c'est vrai que souvent, donc, une société donc, basée dans une ville va travailler avec son écosystème. Et donc, nous avons travaillé avec ce professionnel donc, de système U d'Angers. Et nous avons mis donc, au point une solution pour tracer donc la qualité et la température des produits frais. Donc cette température, que ça soit du stockage jusque dans le groupe logé, jusqu'à la fourniture à l'achat par le client final. Donc nous avons donc cette solution est complète, donc est matérialisée donc encore une fois donc par des objets qui sont très petits, disposés dans les groupes logés et qui vont venir régulièrement relever la température du frais. Donc on va avoir deux notions, donc une notion de traçabilité qui permet d'avoir une vue sur tout ce qui s'est passé depuis le stockage jusqu'à l'achat, et aussi un second rôle, une seconde notion qui est très importante, qui est l'alerte. Donc si la température va en deçà ou au-dessus de certains seuils, les personnes en charge de la surveillance sont tout de suite alertées. Donc le chef du rayon frais, si je peux dire comme ça, dès qu'il y a un problème de température, il reçoit une alerte sur son smartphone. Oui, tout à fait. Alors comment ça se passe? Ouais. Le capteur donc mesure très régulièrement donc la température et envoie cette température grâce à notre réseau de communication sur un serveur qui va vérifier donc, et une application qui va vérifier l'information et voir si cette température relevée est bien dans le créneau attendu. Et s'il y a dépassement dans un sens ou dans l'autre de cette température, automatiquement, le serveur va générer soit un SMS, soit un push sur le smartphone ou un email et l'envoyer à la bonne personne. Et la bonne personne, c'est très important parce qu'on va pouvoir avoir un planning qui va correspondre à l'astreinte de la personne, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes, vu les plages d'ouverture des hypermarchés. Donc on va pouvoir à l'avance définir la personne qui est d'astreinte par rapport à cet éventuel problème et alerter la bonne personne au bon moment. Et donc tout ça, ça évite derrière ça les passages systématiques, mon prédécesseur l'a évoqué, les passages systématiques sur les groupes logés. Et l'usage est de passer à peu près 2 fois tous les 24 heures donc sur les groupes logés, ce qui peut être parfaitement évité avec ce type de système. D'où un gain opérationnel. Gain opérationnel parce que les équipes ne se déplacent pas pour rien, pour vérifier que tout va bien. Quelle était la problématique de départ de Système U? Qu'est-ce que c'est Covisio qui a été force de proposition, ou c'est Système U qui vous a exprimé une problématique particulière à laquelle vous avez trouvé une réponse? Oui, la problématique de Système U était qu'ils avaient quand même, malgré toute l'attention qui portait donc à ce suivi du frais, il y avait des problèmes. On vous montrera une vidéo en fin de l'heure. Le problème était qu'ils pouvaient avoir, malgré tout le soin qu'ils y apportaient, il y avait parfois des petits dysfonctionnements du fait de vacances, de maladies, qui faisaient que une personne oubliait effectivement de passer. D'où déjà un problème de traçabilité. Et si par contre de malchance, et ça tombait aussi pendant un dysfonctionnement, on avait un problème. Et donc d'où le gâchis le gaspillage de certains aliments. Donc en mettant une solution en place systématique, ça permettait d'avoir une traçabilité parfaite et ça permettait aussi de gaspiller moins, de jeter moins d'aliments, d'où un gain déjà financier, mais également un gain en image auprès des consommateurs. Ça, c'était bien la problématique de départ, donc vous avez apporté une solution. Alors, vous venez de mettre le doigt, Isabelle Lauré, sur ce que ça rapporte, parce qu'effectivement, moins de gaspillage et les enjeux d'image que vous soulignez à juste titre. Maintenant, j'imagine que ça coûte aussi. Est-ce que ça coûte beaucoup? Comment ils communiquent ces objets? Parce que vous me parlez d'une liaison avec un smartphone. Je vais bêtement imaginer un abonnement téléphonique. Non, j'espère pas. Non, alors justement, c'est ce qu'on veut éviter, ouais. C'est ce qu'on propose. Donc on est déclaré comme opérateur en France. On est un opérateur. Alors évidemment, on est moins connu qu'un Orange, qu'un SFR. Et on n'utilise pas donc les mêmes systèmes de communication. On n'est pas sur les mêmes bandes de fréquences. C'est de la fréquence radio. Mais on utilise une fréquence. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques.
Les geeks viendront me voir après si ça les intéresse. Donc on communique donc sur une fréquence qui est dédiée aux objets connectés, qui est réglementée, mais pour laquelle on ne paye pas effectivement de droits pour émettre sur cette fréquence. Ça permet de réduire les coûts de communication. Donc ça, c'est des coûts que nous gérons nous-mêmes et que nous incluons et finalement qui sont transparents pour l'utilisateur final. Parce que ce qu'il importe, l'utilisateur final, c'est le service, le rendu, et pas le coût de communication, l'abonnement. Et donc la force de notre proposition, c'est de vous vendre, je dirais, un pack avec des petits objets comme ceci, éventuellement un relais à mettre dans un relais effectivement pour concaténer toutes les données dans le magasin. Mais après, vous n'avez pas d'abonnement de communication associé à ce pack. Et comment ça se fait, comment on réalise ça? C'est que le petit objet va communiquer. C'est nous qui fabriquons, enfin qui designons les objets, on les fait fabriquer en France. Et quand on vous vend un objet, il communique automatiquement sur notre réseau de communication. On gère la donnée qui est extraite, donc qui est émise par l'objet, et on vous la délivre donc sur votre smartphone ou sur l'application web. Et là, effectivement, on aura besoin de passer éventuellement par un réseau GSM, mais c'est juste pour l'étape finale sur la visualisation sur votre smartphone. Alors, cette troisième édition de Faudali, c'est donc un forum augmenté, je vous le disais, avec le streaming audio et la possibilité de suivre cet échange sur faudali.com et de réagir avec le hashtag Faudali. Charles-Antoine Bertonneau pour Triple C. Est-ce qu'il y a des premières questions sur Internet? Alors oui, il y a des questions directement qui sont postées par les internautes sur le site même, les internautes qui peuvent nous écouter en ce moment. Alors il y a des questions sur les requis techniques et donc la réponse vient d'être apportée. Et il y avait une autre question sur comment l'outil a-t-il été accueilli par les équipes en magasin? A-t-il fallu mettre en place un accompagnement? Non, alors ça c'est une force de la solution. C'est qu'on n'a pas besoin, enfin c'est un pack très facile à installer. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas après de maintenance, qui est également important. Dès que l'objet arrive en magasin, en fait, il communique déjà avant même d'arriver dans le magasin. Donc, il suffit juste de placer l'objet dans les groupes logés. Et vous allez recevoir donc des codes d'accès, comme quand vous vous abonnez par exemple à des chaînes de télévision, vous revenez chez vous avec un pack sous le bras et vous avez juste des codes d'accès. Les codes d'accès vont vous permettre d'accéder à une application web ou smartphone et votre code va automatiquement vous rediriger vers les données qui sont émises par les objets que vous venez d'acheter. Parce que chaque objet a un identifiant unique et remonte donc des données sur notre serveur. Et ce code d'accès, de votre côté, va vous permettre d'accéder donc aux données qui sont émises par vos capteurs à vous et seulement à vos capteurs. La question de l'internaute est pertinente. Depuis combien de temps est installé le système à Angers, vous me disiez, Isabelle Lauré? Quelques mois. Quelques mois. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas constaté de résistance au changement de la part des équipes? Non, pas du tout. On a justement amené effectivement un témoignage. Ça leur apporte plutôt un gain dans l'opérationnel. Oui. Et ils n'ont aucun souci avec. Il n'y a pas de maintenance particulière à effectuer. Vous voyez, c'est un objet petit qu'on place dans l'espace. Et il y a quelque chose d'important également, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur l'autonomie des objets. Donc un objet peut être laissé en toute autonomie, il n'a pas besoin d'être rechargé, oui, c'est vrai. Parce que c'est des technologies de communication qui consomment beaucoup moins que le GSM. Donc l'objet peut durer par exemple 1 an, 2 ans, enfin en tout cas plus d'1 an dans un endroit sans qu'il soit rechargé, donc il peut être oublié et fournir sa donnée et on l'oublie pratiquement. Je ne sais pas si vous le voyez, l'objet, on pourra le faire passer. C'est pas, oui, voilà, je vous le montre et si vous ne le voyez pas, évidemment, on vous le fera passer. J'aimerais parler un peu, parce que là, c'est évidemment très B2B, ce qu'on vient d'évoquer, Isabelle Lauré. J'aimerais parler un peu B2C. Est-ce que la vidéo, on regarde la vidéo et on parle B2C après? Oui, très bien. Allez, alors, donc, expliquez-nous un petit peu cette vidéo, le temps que... Peut-être je l'envoie. Vous voulez dire oui, dans quel contexte? Cette personne donc, est responsable de qualité donc, chez Système U.
Donc elle a été liée à la mise en opération donc, de nos capteurs. Et alors je pense plutôt à l'interview de la femme. En fait, c'est la deuxième partie de l'interview. Et en première partie d'interview, vous aurez donc le responsable du magasin qui explique la genèse de l'idée. Et effectivement, après, le deuxième témoignage est plus opérationnel. On appuie simplement, c'est ça? C'est formidable. Oui, j'ai réussi. Bonjour, Philippe Germont, donc je suis PDG du Super U des Justices. L'idée de départ, c'est que Covisio donc est présente sur le territoire d'Angers, de la région d'Anjou, et que nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit les objets connectés, il y a forcément quelque chose à faire. La solution Covisio, aujourd'hui, c'est une solution qui est simple à mettre en œuvre. Donc c'est des capteurs autonomes en batterie, il n'y a pas de fil électrique, donc on pose le capteur dans le frigo. Et puis, les informations de ces capteurs sont envoyées en fait sur mon téléphone ou sur un écran. Et donc, on archive la totalité des informations donc de température et d'alarme. La première chose que je fais le matin quand j'arrive dans le magasin, je vais sur l'application pour regarder les courbes et voir ce qui s'est passé cette nuit ou la nuit d'avant. Voilà. Il y a plusieurs bénéfices en fait. Il y a le facteur humain, où s'il y a quelqu'un qui est malade, c'est peut-être la personne qui devait prendre la température, la personne qui la remplace ne va pas y penser, c'est là que la vitrine va mal fonctionner, c'est là qu'on va perdre des produits, c'est toujours comme ça que ça arrive. Le logiciel est super simple. Je peux remonter à 4 heures, je peux remonter à 24 heures, je peux remonter au mois dernier, je peux prendre 2 vitrines, je peux en prendre qu'une, je peux changer les seuils d'alerte, c'est complètement autonome. Tout au long de la vie du produit en magasin, on essaie de garantir un maximum de choses, dont la qualité du froid. Et par ce système, en fait, c'est vrai qu'on garantit d'avoir des vitrines qui fonctionnent bien. La solution Covisio, elle est simple, facile à mettre en œuvre, pas chère, et elle nous fait gagner du temps et aussi gagner en fiabilité sur la maîtrise de notre froid de ces frigos. Et puis on est plus fiable puisqu'on est contrôlé le jour, mais aussi la nuit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu co-construire cette solution en peu de temps, en 3 mois. Donc on avait ce besoin et Covisio nous a apporté donc une solution packagée, efficace, proche de nos besoins en très peu de temps. Aujourd'hui, le magasin est équipé de la solution de récupération de données, ce qui nous permet d'envisager d'autres usages. Par exemple, l'arrivée d'un client au drive pourrait être une information intéressante pour nous, envoyée par un capteur Covisio. Une rupture dans le magasin nous paraît aussi une piste intéressante à travailler, notamment sur les baguettes. Quand il n'y a plus de baguettes de pain, savoir à quelle heure on a eu la rupture et à la limite imaginer combien on a perdu de vente. Aujourd'hui, on s'aperçoit que notre secteur de la grande distribution est en pleine digitalisation, y compris sur des sujets comme la qualité, mais pas que. Voilà, pour tout ce qui est de la commercialisation. Donc on imagine aujourd'hui que les usages pour la grande distribution d'objets connectés dans le magasin sont infinis. Alors si c'est infini, tant mieux. Vous pouvez... elle va repartir. Bonjour, Philippe Germont, donc je suis PDG du Super U. Neutralisé. Merci de votre aide. Ce dont il parle, là, moi ça me fascine, il n'y a plus de baguette, je suis prévenu sur mon smartphone, c'est déjà possible ou pas encore? Alors on travaille avec lui effectivement sur cette solution. On a effectivement des solutions comme le pesage des aliments. Donc on va pouvoir identifier donc un poids qui devient effectivement trop peu par rapport à l'attendu et émettre une alerte. Donc on travaille effectivement sur l'analyse du stock en rayon. Mais ce qu'on a déjà, par contre, de déjà effectif, c'est le suivi donc, des palettes. Par exemple, le repérage des palettes et des équipements entre les différents entrepôts, les différents magasins, ce qui permet de retrouver les équipements potentiellement perdus. Charles-Antoine Bertonneau, pour Triple C, des questions sur le hashtag Fodali. Oui, il y a des questions sur le hashtag et sur le site. Une question en fait sur le marché des objets connectés, une question plus large, savoir à quel point ce marché est concurrentiel. Est-ce que vous avez des concurrents?
bien sûr. Alors, on a des concurrents que vous n'auriez pas encore rachetés, Isabelle Loré. Oui. Alors, on a des objets connectés, déjà, il y en a partout. Donc, effectivement, on voit des chiffres énormes de plusieurs milliards. Je ne sais plus, j'ai le chiffre de 20 milliards, je crois, en 2020, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, c'est énorme. Donc, beaucoup d'acteurs sont positionnés. Donc, on a des concurrents, mais nous, on a un élément différenciant. Notre originalité et notre force, c'est qu'on propose des solutions complètes. Donc souvent, on a des concurrents qui vont proposer une apps, effectivement, ou des concurrents qui vont faire coopérateur, donc qui vont fonctionner essentiellement sur l'abonnement, ou des concurrents qui vont proposer que les capteurs. Nous, on est vraiment parti sur l'idée de proposer des solutions complètes, capteurs, communication et application. Donc, ce qui fait notre force, effectivement, sur le sujet. Un marché qui est en train d'exploser, sans doute de se structurer en termes d'abord d'entreprise et en termes d'offres, aussi comme. Et dans les objets connectés, donc nous, on est positionné donc sur le professionnel et donc aujourd'hui, donc particulièrement sur le retail. Mais après, on parle dans ce chiffre de 20 milliards, il y a aussi tous les objets connectés pour le consommateur final, un sujet que nous n'adressons pas encore. Alors juste, on va dire quand même quelques mots de B2C, parce qu'on y réfléchit ensemble. Vous avez un micro à votre disposition dans la salle. Est-ce qu'il y a déjà une première question pour Isabelle Loré? Il vous suffit simplement de lever la main. Pas encore. N'hésitez pas, en tous les cas, on est là évidemment pour échanger. Le monsieur du système U d'Angers dit, voilà, moi s'il y a un client qui arrive au drive, ça m'intéresse. Vous allez quand même pas mettre ça dans ma voiture pour savoir que j'arrive au drive. Non, on peut mettre en place effectivement des capteurs qui vont permettre déjà d'analyser donc le flux des personnes entrantes déjà dans le magasin. Donc s'apercevoir par exemple sur des périodes touristiques où il y a des variations de flux. On voit tous effectivement ces magasins en juillet-août effectivement qui peuvent être un petit peu vides, etc. On peut à l'entrée du magasin mettre des capteurs qui vont analyser le flux et signaler effectivement s'il y a un pic d'affluence. Au drive, c'est encore plus facile. Effectivement, on voit la voiture qui arrive. Donc, on peut se permettre, avec des petits capteurs comme ça, déjà d'analyser une présence. Et je voulais juste revenir sur le B2C, parce qu'on avait été, effectivement, il y avait quelque chose que je voulais revenir sur l'application précédente, qui est une solution qu'on propose actuellement en B2B. Mais ces données donc, qui sont fournies effectivement par nos capteurs sur le frais, donc nous, sont données aux professionnels, c'est des données qui appartiennent aux professionnels, mais qui peuvent être ensuite utilisées par lui grâce à des outils qu'on peut également lui fournir comme outils de communication vers ses propres clients. Et là, on est sur le B2B2C. Donc nous, ce que nous proposons, c'est que le client, après, quand il entre dans le magasin pour avoir une expérience par rapport à ses produits frais, ce qui va l'attirer d'ailleurs par rapport à l'Internet, c'est que non seulement il puisse voir, sentir le fruit ou le légume, mais en même temps qu'il puisse accéder à des données tangibles qui sont associées à la qualité du fruit et du légume, c'est-à-dire toute la qualité de sa conservation, et puis après, que ces données, effectivement, soient additionnées provenance et autres. Donc on va venir enrichir l'expérience du client. On va aider le professionnel qui est le magasin à enrichir l'expérience du client. Et donc là, on est dans le B2B2C. De la même façon, qu'il y a cette facilité opérationnelle qui a été donnée avec ces capteurs dans le groupe Loger. Quand vous me dites que vous pouvez compter les personnes qui rentrent dans mon magasin, ça veut dire que je peux manager mes équipes de caisse en fonction. J'ai tant de personnes qui rentrent, je sais que dans une demi-heure ou un quart d'heure, je vais avoir un afflux à la caisse. Ça fait partie des choses qu'on peut imaginer dans quelques temps ? Oui, bien entendu, puisque nous, on remonte ces données. Ces données sont... en fait, les capteurs fonctionnent sur deux modes. Ils font des mesures régulières et ils font également donc ce qu'on appelle, ils peuvent envoyer des alertes sur un changement d'état. Et donc tout ça, c'est remonté en temps réel sur le serveur. Et donc après, toute l'intelligence, le plus souvent, elle n'est pas dans les objets. Elle est dans le serveur, et on va faire des règles, ce qu'on appelle des règles, implanter des règles d'exploitation.
Et ces règles d'exploitation, à partir des données qui sont issues de nos capteurs, peuvent effectivement aider à organiser les équipes pour mieux répondre aux attentes des clients. On a l'impression que les possibilités seraient infinies, hein, si on laisse partir un peu notre imagination. Est-ce que vous avez des questions pour Isabelle Lauré dans la salle, sur Internet? Madame, voilà, madame au premier rang, j'ai une main qui se lève. Ah ben voilà, prenez ce micro. Comme on est en streaming audio sur Internet, merci de vous présenter, ne serait-ce qu'un prénom, madame, s'il vous plaît. Catherine, je suis consultante. Est-ce que ça s'apparente au beacon? Est-ce que ça fait partie de cet univers technologique ou bien c'est différent? Est-ce que par exemple avec un flux de clients, vous pouvez émettre un message ou déclencher un message sur un smartphone client, etc. Isabelle Lauré. Alors, le beacon peut faire partie de notre offre, de nos solutions. Nous, par contre, notre ADN, et c'est aussi une technologie radio, mais qui est différente de celle des beacons. C'est vraiment une technologie radio dite d'objets connectés. C'est une technologie radio qui permet d'émettre à une plus longue distance que les beacons qui sont du Bluetooth. Et donc c'est des technologies dites longue portée qui émettent même en indoor sur tout le magasin. Donc c'est une différence de technologie déjà radio. Après, sur les utilisations, les objets tels qu'ils sont faits là émettent dans un sens qui est unique, qui est le sens remontant, et émettent déjà vers un serveur qui est le nôtre, et après on fait redescendre l'information vers les smartphones et l'application web, alors que les beacons vont émettre des informations directement vers les smartphones. Voilà. On a répondu à votre question. Une petite différence, c'est une technologie pour répondre précisément à votre demande. C'est pas exactement les mêmes usages et ni même la même technologie du coup. Une autre question pour Isabelle Lauré, si vous souhaitez lever la main. Il y a des micros pour vous. Voilà, monsieur. Ah ben voilà, c'est très bien. Vous êtes tous dans le secteur du micro, c'est parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour, Karim Afsia, patient savon à Bourgnac. Si j'ai une vitrine, combien ça me coûte? Donc on est sur, je ne vais pas vous faire des offres commerciales. Non, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Mais on est sur un coût de quelques euros par an. Quelques euros par an. Voilà. Ensuite, vous disiez que c'était une onde radio. Les ondes radio sont limitées dans la distance. Donc ça vous oblige à avoir des serveurs un petit peu partout en France si vous voulez couvrir le territoire national. Non, on concentre donc les données. On a un relais par magasin et on va concentrer donc les données qui sont émises par tous les capteurs dans ce magasin vers ce relais, et c'est tout. Et nous, on a un seul serveur qui est le nôtre, et c'est nous qui opérons effectivement ce serveur. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, parce que c'est vrai que la gestion d'un réseau... Donc du magasin jusqu'à votre serveur, ça passe par une liaison GSM? Oui, à ce moment-là, oui. Ah, oui. Mais une seule carte SIM. D'accord. Voilà, on a répondu à votre question. Une autre question? Pas pour l'instant. Madame, comme je sais que vous êtes chez Covideo, je peux vous demander de faire passer l'objet, s'il vous plaît, comme ça, ça permettra à tout le monde d'avoir une idée précise. Moi, il y a une question qui me vient, qui est peut-être celle de la sécurité des données. Parce que je me dis que moi, si je suis Carrefour, si je peux apprendre que Système U, ils gèrent mal leur chaîne de frais, ça peut m'intéresser d'avoir cette information. Là, j'imagine aussi que ces données, celles-là, ou en tous les cas, telles que vous avez conçu les choses, il y a une sécurisation des données qui est importante. Oui, alors donc on sécurise donc effectivement. Donc nous, c'est notre effectivement réseau de communication, notre propre système de sécurité. Après, donc déjà les capteurs n'émettent que dans un sens. On ne va pas émettre vers les capteurs, parce qu'il y a aussi ça dans les fantasmes des objets connectés, c'est qu'on puisse les actionner à distance, ce qui peut absolument pas arriver dans ce cas-là, puisque les objets ne font qu'émettre vers le serveur. Donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'informations qui sont passées au capteur à l'inverse. On ne peut pas actionner les capteurs. Et effectivement, donc c'est un système de communication qui nous est propre, sur lequel on a travaillé et qui est sécurisé. Parce que, évidemment, important. Sur le hashtag Fodali, Charles-Antoine Bertonneau, une autre question pour Triple C. Si vous avez le micro à côté de vous, il y a
l'objet qui circule. Charles-Antoine. Oui, pourra-t-on envisager une autre question, pourra-t-on envisager que les objets connectés interpellent les consommateurs dans la rue, en passant devant la vitrine ou dans leur parcours dans le magasin? Ah oui, est-ce que l'objet connecté peut me dire que j'ai oublié le pain? C'est ça, hein? Alors pas exactement celui que vous avez en main, puisque comme je répondais à madame, effectivement ces objets émettent vers notre serveur et après on redescend l'information par des réseaux plus classiques. Donc cet objet lui-même qui mesure la température ne fait que mesurer la température à vue d'exploitation sur des applications qui vont peut-être générer de l'information vers les smartphones. Mais c'est pas cet objet lui-même qui va interpeller le consommateur qui va passer. Mais par contre, on va pouvoir fournir des données sur la qualité du frais qui pourront être fournies sur son smartphone par d'autres technologies de communication. Voilà, réponse à l'internaute directement, vous posez vos questions. Streaming audio avec le hashtag Fodali. Est-ce que vous avez une autre question dans la salle, maintenant que l'objet circule? Monsieur, on va vous amener un micro. Et pareil, merci pour le streaming audio. Juste de bien vouloir vous présenter. On vous écoute, monsieur. Charles Bourinet, Aldébarande. C'était pour répondre à la fameuse question Internet. Oui, il y a des technologies qui permettent ça. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, les bitcoins, qui permettent effectivement de rentrer en interaction avec l'utilisateur sur l'espace de vente. Ça oblige, on va dire, à des prédispositions, on va dire, du device, du système sur lequel que vous avez, qui est d'avoir effectivement le Bluetooth d'activer, parce que si vous n'avez pas la capacité à pouvoir recevoir les messages, vous pourrez avoir tous les systèmes disponibles autour de vous. Vous n'êtes pas audible, et donc vous n'allez pas. Mais il y a toute une batterie de technologies aujourd'hui dans les objets connectés qui vont effectivement sur des outils comme Madame, sur des interactions bidirectionnelles ou effectivement du push vers les utilisateurs. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'était, vous avez identifié comme quoi vous étiez sur la qualité, sur le suivi effectivement de la température, mais pour moi la qualité ça va au-delà. Donc jusqu'où allez-vous sur le suivi de la qualité au-delà de la chaîne du froid? Alors, on peut dorénavant, en fait, on peut dès maintenant donner aussi une analyse sur l'humidité, l'hygrométrie, qui peut être intéressante pour certains produits qui n'aiment pas trop d'humidité, par exemple. On travaille après également sur des mesures de qualité de l'air, etc. Mais et après, on ira effectivement plus loin sur le produit en lui-même. Mais là, ça devient effectivement, ça fait appel à des capteurs qui sont plus compliqués, qui sont effectivement, après, on est carrément dans l'analyse du chimique ou autre. Mais pour l'instant, effectivement, essentiellement, donc la température et l'hygrométrie. Ce qui est déjà, par rapport à ce qui se faisait avant, un pas important qui est franchi. Oui, la température est importante pour certains produits. Donc il y a le frais, mais il y a également aussi des produits comme le vin qui doivent rester effectivement aussi dans des plages de stockage qui sont assez précises, ou le chocolat. Et là, je crois que l'humidité intervient également. Donc on est là, on a centré effectivement la discussion sur les produits frais. Donc on pense aux yaourts ou autres, mais c'est un petit peu plus large que ça. Dernière question. Charles-Antoine Berthoneau, vous en avez une dernière sur le web. On a fait un tour. On a fait le tour de priori exhaustif. Ouais. Très bien. Dans ce que disait monsieur, quand même, parce qu'en B2B, évidemment, il n'y a pas cette problématique-là, parce que les industriels ne reçoivent pas l'information de la même manière. Mais il faudra se poser la question un jour du consommateur. Est-ce qu'il est prêt, lui, à recevoir ce type d'information sans le vivre de façon peut-être intrusive? Je veux dire, voilà, effectivement, on va m'apporter de l'information. Si on me dit qu'il faut acheter 6 yaourts quand je passe devant le rayon frais, est-ce que tous les consommateurs sont susceptibles de l'entendre? Enfin, ça, c'est peut-être un autre débat. Non, nous, on était plutôt dans l'idée d'apporter plus de données tangibles à l'expérience.
et d'apporter effectivement des données à la soif de transparence qu'ont les consommateurs aujourd'hui. Et nous pensons plus que ça doit passer peut-être par un acte volontaire. Donc le consommateur va sur des fruits et il hésite peut-être entre deux types de fruits et autres. Et là, effectivement, il peut accéder. Et le fait de savoir qu'il peut accéder donc à des données tangibles, par exemple sur la chaîne du froid, sur le fruit, ça va peut-être le faire ouvrir l'application du magasin. Qui va lui permettre de recevoir ces données, mais qui là va être effectivement permettre d'ouvrir la porte entre le consommateur et le magasin. Donc ces données sérieuses de confiance vont permettre peut-être un début, un meilleur dialogue entre le consommateur et le magasin, parce que ce sont des données qui ne sont pas uniquement de la publicité, mais des données qui viennent de la mesure, qui sont sérieuses et produites par un tiers de confiance. Et peut-être un enjeu de sécurité alimentaire. Est-ce qu'un jour, alors je laisse partir mon imagination, hein, pardon, mais est-ce qu'un jour vous allez pouvoir me dire si mes lasagnes surgelées, je les ai laissées trop longtemps dans la voiture et que je ne dois pas les recongeler, mais les mettre au frigo plutôt qu'au congélateur, enfin au frigidaire plutôt qu'au congélateur pour ne pas utiliser une marque? Oui, alors effectivement, donc on a un réseau. Parce que là, vous allez me rendre service. Hein. Donc là, effectivement, de toute façon, nous, on a un réseau national de communication. Et effectivement, après, donc là, on s'adresse uniquement aux professionnels. Mais effectivement, l'idée, c'est peut-être après d'aller plus loin dans l'expérience et de pouvoir étendre cette traçabilité vers le consommateur et de vérifier effectivement que la chaîne du froid a bien été... parce qu'on sait bien qu'il y a souvent une rupture entre la sortie du magasin et l'arrivée dans le congélateur. Oui. Donc de l'aider effectivement à vérifier cette chaîne du froid. Du coup, un complément, monsieur, dans la discussion, ou une autre question, je ne sais pas. Non, c'est un complément dans la discussion. Aujourd'hui, cette problématique de l'objet connecté elle va plus loin que le simple fait de capter. Pour être intervenu au LuxPack l'année dernière sur ce sujet, la problématique aujourd'hui n'est plus uniquement que le distributeur, qu'aujourd'hui le fabricant du produit par lui-même qui va le doter dans son packaging de l'élément qui va le rendre objet connecté à part entière, qui va lui offrir tout un tas de services tout au long du cycle de vie. Et donc le packaging va être un élément qui demain est dès à présent sur certains produits, l'élément qui rajoute des fonctionnalités tout au long de son cycle de vie, dissocié du distributeur. Donc c'est intrinsèque au produit par d'autres technologies qui sont, vous les connaissez sûrement, les RFID sur vos vêtements par exemple, qui vont vous offrir en amont peut-être de l'information, ne serait-ce que pour le barcode, mais après chez vous d'autres services, jusqu'à la fin de son cycle de vie qui va vous dire, par exemple pour une bouteille, parce qu'aujourd'hui sur le vin spiritueux et autres vins, vous dire vous êtes arrivé à la fin de la bouteille, vous avez la possibilité de le recommander directement sur Internet. Oui, ça va être un vrai débat parce que ça pose la question de qui est propriétaire de l'information. Est-ce que c'est le fabricant ou est-ce que c'est le distributeur? Je pense qu'il y aura des discussions. Un mot de conclusion, Isabelle Lauré. On a fait un tour assez exhaustif, me semble-t-il, de la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous rajouteriez? Non, alors je suis à votre disposition effectivement si vous avez des questions complémentaires. Donc nous, on a des solutions, vous l'avez comprise, qui sont existantes, qui sont opérationnelles, on a vu dans le petit film. Et on est ouvert effectivement à la discussion, et on est là pour ça, nous sommes deux, avec les professionnels que vous êtes, pour pouvoir échanger sur les usages actuels, mais également ce qui est... aussi intéressant, donc les usages futurs que l'on peut effectivement découvrir et développer ensemble. Alors à 16h30 ici, industriel, comment renouer avec les clients. Il y aura un streaming vidéo, donc c'est à 16h30, le temps pour vous de respirer ou de vous promener dans Fodali. Et dans la salle à côté, il sera question du drive local en partenariat avec Agri Sud-Ouest Innovation. Là aussi, il y aura un streaming et vous pourrez donc soit suivre ces débats sur Internet si vous ne pouvez pas rester avec nous et poser vos questions avec le hashtag Fodali. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et merci surtout à Isabelle Lauré de Covisio, que je vous demande d'applaudir. Merci. Merci, mesdames, messieurs.